quand on marche sur des crêtes ou des sommets, on est peut-être les premiers à fouler cet exact endroit. Donc. La faune, on la voit telle quelle, quoi. On la rencontre nez à nez. Et puis des fois, les ours, c'est les premiers hommes peut-être qu'ils ont vus. Attends, excuse-moi. Ok, c'est bon. En fait, je suis bien sur le côté là. Moi. C'est bon? Ouais. Bon. Ouais. Je m'appelle Milena Georgiou, j'ai 30 ans et je suis copropriétaire et guide d'aventure pour Terre Boréale. Terre Boréale, on a toujours voulu le garder petit. Notre taille de groupe, c'est un maximum de 6 clients. Et c'est justement parce qu'on a envie de créer un lien un peu familial ou même amical avec nos clients. On a le temps vraiment de discuter avec tout le monde, de vraiment rencontrer les gens. Et ça, c'est vraiment ce qu'on apprécie dans notre travail. Il y a beaucoup de gens avec qui on reste en contact après. Ouais, non, c'est vraiment très, très amical, très... On noue quelque chose. Ok. Le deuxième? Ouais. Pour Terre Boréale, je fais un peu tout de A à Z. On se partage le travail un peu avec Max, mon partenaire. Parfait. On a le même niveau? Ouais. Encore un petit peu. Ouais, je dis que t'es bien, toi. Ouais. Ok. Parfait. On est les deux seuls à bosser pour l'entreprise, donc on fait tout ce qui est développement du site internet, le marketing, développer les pubs. Et pour la partie un peu plus amusante, du coup, on est tous les deux sur le terrain également à guider les gens, leur faire découvrir le Yukon. Demain, on va partir sur la Yukon River. Et du coup, cette portion-là de rivière, le tout début, ça s'appelle 30 Miles. Et elle est très réputée pour être la partie la plus sauvage et avec les éléments les plus historiques sur la rivière. Après, on revient passer une nuit sur Whitehorse et après, on partira en direction de Haines Junction, donc qui est vraiment aux portes d'entrée du parc national de Kluane. Et de là, on ne s'envole pas pour le parc national de Kluane, mais pour le Ruby Range, qui est un massif montagneux au nord-nord-est de Haines Junction. Donc là, on s'envole en hélicoptère, à peu près 10 minutes, et on se retrouve sur un camp de base, d'où on partira explorer les alentours, monter sur les crêtes, les sommets, et à la recherche de la faune locale. Donc ça peut être caribou, élan et bison dans ce coin de pays où ils sont un peu présents. Donc voilà. Alors là, on est en train de faire des petits cakes salés qu'on va servir après pour l'apéritif, pour notre séjour en canoë. On a commencé, on n'était pas du tout cuisinier. On cuisinait pour nous-mêmes un tout petit peu, mais c'est vrai qu'on a toujours eu du plaisir à cuisiner ensemble, malgré le peu qu'on faisait. Et puis pour les clients, on s'est mis à rechercher, surtout Milena, s'est mis à rechercher beaucoup de recettes déjà à faire à la maison, pour préparer avant les séjours, et surtout des recettes faisables sur site, donc des choses qui soient faisables au feu de bois. Et donc elle a passé un temps fou à éplucher internet pour retrouver des recettes. Et puis après on a essayé, on a pratiqué, on a fait des erreurs quelquefois évidemment aussi. Et puis on a changé des choses. Et puis maintenant on a un beau cahier de recettes hyper complet, avec des recettes à faire pour le déshydrater, pour le trek, avec des recettes à faire au feu de bois pour le canoë. Et maintenant, ça va un peu dans tous les sens, des apéros comme on fait maintenant, aux plats de résistance, jusqu'au dessert, etc. Bon, je
sais pas si c'est notre côté français qui a pris le dessus pour ça ou notre amour de la bonne bouffe. Tous les deux, on aime bien manger et c'est vrai que quand on campe ou quand on cope, que ce soit en canoë ou en trek, le soir, si la météo n'a pas toujours été idéale, qu'il fait pas très chaud, c'est toujours super réconfortant d'avoir un bon repas à l'arrivée. Donc voilà, on s'efforce d'avoir des petits trucs sympas pour nos clients. Le fait de cuisiner sur le feu de bois, ça rend les choses magiques déjà pour les clients parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ce genre de cuisine. Et quand ils nous voient faire du poulet au vin rouge ou un gratin dauphinois sur le feu, déjà ils sont complètement hallucinés. Déjà rien que des fois de voir à quelle facilité on démarre un feu, ils sont déjà sous le charme. Et puis en plus, oui, c'est le fait d'être en nature, ils sont surpris de... Il y en a beaucoup qui s'attendent à avoir une conserve de thon ou ce genre de choses, et puis du pain, un sandwich, et puis voilà. Et ouais, quand t'es dans les éléments, des fois qui sont pas évidents, sous la pluie et tout, voilà, avoir un bon plat de lasagne, c'est toujours super enthousiasmant. Le moment est maintenant venu pour Milena de rencontrer ceux qu'elle guidera dans la nature yukonnaise. À l'image de nombreux clients de Terre boréale, Réjeanne et Charlie sont des Français pour qui le Grand Nord canadien revêt un aspect mythique. Ils ont donc été ravis de pouvoir compter sur l'expertise de guides francophones à Whitehorse. Entre les paysages du Yukon et ceux de la Martinique, l'île tropicale des Caraïbes où ils habitent, le contraste sera pour eux des plus saisissants. J'ai toujours voulu venir au Yukon parce que de ce qu'on voit de la France, c'est des grands espaces, beaucoup de faune, une flore très intéressante. Et on voulait découvrir ça. Allez. On a déjà fait un peu de canoë, mais jamais comme ce qu'on va faire aujourd'hui, qui va être un petit peu notre première grande aventure en canoë. Comme c'est un peu l'aventure pour nous, on était obligé de passer par un guide parce qu'on ne se sentait pas de partir dans un pays où il y a des ours en liberté sans guide. Du coup, on a un peu prospecté sur Internet et puis on a trouvé Terre boréale qui correspond un peu à nos attentes pour surtout la découverte de la faune et la flore tout en assurant un peu notre sécurité dans un pays où on est un peu en danger quand même. Nos clients, je pense qu'ils choisissent des guides parce que déjà pour les Européens, il y a l'aspect ours. Tout de suite, ils pensent ok, c'est un endroit où il y a des ours, aller se balader tout seul, ils sont pas très rassurés, donc ça c'est un des aspects principaux. Moi, ce qui m'intéresse bien, c'est de partir en autonomie, d'être déposé quelque part et puis de ne pas voir d'autres personnes en dehors du groupe pendant quelques jours. Je pense que ça va être une expérience vraiment intéressante. Vraiment être livré à soi-même au pays des ours, ça me paraît quelque chose à vivre. Pour gérer les attentes des clients, ça se rapproche un peu de la communication justement, de vraiment être sûr et certain qu'ils comprennent ce qu'on va faire pendant nos séjours. Ils savent ce qu'ils vont vivre et nous on arrive à peu près à sentir quel genre de personnes ils sont et de gérer en fonction. Mais pour le moment on n'a pas, je croise les doigts, on n'a jamais eu de problème de clients déçus du service. On est à Deep Creek, là où on va mettre tout notre matériel qui se trouve derrière nous sur le bateau à moteur. Et le bateau à moteur va nous transporter jusqu'à Lower-la-Berge, là où on va commencer notre aventure en canoë. On prend le bateau à moteur pour traverser le lac parce que justement c'est un très grand lac qui fait 50 km de long. On a environ 35 km pour aller jusqu'au bout du lac. Par beau temps, ça peut prendre une journée pour traverser. Et par mauvais temps, si on a le vent dans le nez, ça peut prendre 3 jours. Donc c'est très difficile de planifier un séjour. Donc on fait ça avec nos partenaires ici et au moins ça facilite tout le début du séjour. Et après on commence à taguer vraiment sur la rivière où c'est plus facile.
le jeu du regard de l'ours, ça va se sentir assez rapide. Alors notre clientèle, principalement, c'est au début quand on a commencé Terre Boréale, on a plutôt orienté sur la clientèle francophone parce que c'était un peu notre élément de démarcation au début. Il y avait beaucoup de boîtes installées déjà ici qui faisaient du tourisme, mais pas beaucoup de francophones. Et les Français, généralement, en anglais, ils sont pas toujours très doués, donc ils apprécient d'avoir un guide qui parle français. Donc on a commencé comme ça, mais on a fait un site en anglais. Et du coup, maintenant, on a un peu des gens qui viennent d'un peu partout. On a eu des Anglais, des Australiens, des Espagnols, des Mexicains. Chaque client doit apporter son matelas, son sac de couchage et tous les vêtements classiques qu'ils prendraient avec eux sur le genre de séjour, donc les polaires, les doudounes. Mais du coup, ouais, c'est la seule chose qu'ils doivent apporter. Tout ce qui est tente et matériel de cuisine, c'est nous qui le fournissons et on partage tout ça en commun. Alors là, on vient d'arriver à Lower Laberge. Donc c'est en fait la fin du lac Laberge et le début de la Yukon River à cet endroit-là. Et donc c'est le moment où on s'est fait déposer avec notre bateau à moteur et on va commencer notre aventure en canoë. Donc là, on a chargé tous les canoës et puis on va partir pagayer. Là, tu as... Ours noir, élan, coyote encore, lynx. Porc-épic, pourquoi pas aussi. Et ouais. Ah ouais loup, grizzly. Loup, grizzly, ouais. Tout quoi. Faites attention parce que je fais une liste là. Checklist dans la tête. Et un lynx, ça fait quelle taille à peu près? Un lynx, c'est comme c'est un gros chat quoi. Un gros chat. Gros chat. Ouais, c'est un gros chat là. Ouais, taille de chien. C'est plutôt un chien. C'est un taille labrador quoi. Quand on communique par email, on va avoir beaucoup de conversations à propos du matériel. Ça, les gens généralement ont pas mal de questions. Et Max aime beaucoup tout ce qui est matériel, donc il prend du plaisir à chercher avec les gens ce qu'ils peuvent acheter et tout. Et après, une fois sur place, on va avoir une conversation par rapport aux ours. Comment gérer le fait qu'on évolue dans un milieu où il y a des ours, la gestion des déchets, de tous les aliments qui doivent rester sur un point précis. Vous avez déjà vu ça? Non. Peut-être dans les films, peut-être pas beaucoup, non? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bear spray. On va vous expliquer dans quelques minutes comment ça fonctionne. Mais avant ça, il faut un peu comprendre de quoi on parle. Donc vous avez deux espèces d'ours dans le coin. Vous avez les ours noirs et les ours bruns. Les ours bruns, ils sont également appelés grizzly en Amérique du Nord. D'ailleurs, pour faire la différence entre un ours prédateur et un ours défensif ou curieux, c'est relativement simple, c'est tout dans le comportement, dans le jeu du regard de l'ours, ça va se sentir assez rapide. Je rigole, mais c'est ça. Hein, ouais, non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est un ours qui va être curieux, il va regarder un peu autour de vous, le regard un peu fuyant, il va vous regarder un petit peu, il va avoir le nez qui va aller un peu dans tous les sens pour essayer de sentir ce qui se passe, alors qu'un ours prédateur, il va être fixé, les oreilles droits sur vous, il va pas être en train d'écouter, il va être vraiment focalisé sur vous. Donc ça se sent, c'est beaucoup plus intimidant comme regard. Si jamais on vient à ça, l'ours s'approche de nous. Le principe, c'est de créer un nuage de bear spray dans lequel l'ours va passer. Si jamais l'ours fuit directement, on n'est pas obligé de tout utiliser. Par contre, on en a plusieurs. Si jamais l'ours il reste là, allez-y, mettez-lui en plein la poire. Et on peut créer un gros nuage pour que si jamais l'ours vient vers nous, ils se prennent tout dans les yeux et dans le nez. C'est pas du tout... C'est un irritant. Et nous, c'est pareil, si jamais on s'en prend, on va mettre beaucoup d'eau, ça finira par partir.
Max et moi, on est tous les deux formés pour réagir comme il faut dans des situations, dans des milieux reculés. Mais on prévient les clients de où se trouve le kit de premier secours si jamais c'est à nous qu'il arrive quelque chose. Du coup, pour le canoë, Réjeanne à l'avant, ton mouvement de pagaie sera tout simplement comme ça, jusqu'au niveau de tes hanches. Pas la peine d'aller plus loin, parce que sinon ton mouvement ne servira plus à rien. Tu vas juste soulever l'eau en dehors de l'eau. Vas-y, vas-y. Parfait. Vous êtes prêts? Ouais. Amusez-vous bien. C'est bon? Pas obligé de te pencher autant en avant aussi. Parfait. C'est super paisible d'être sur l'eau et de ne pas avoir besoin justement de faire un gros effort pour pouvoir évoluer dans ces paysages-là et de pouvoir prendre le temps de te laisser couler sur l'eau et de regarder à droite à gauche pour chercher justement la faune ou les éléments du paysage qui sont intéressants pour montrer aux clients. Juste là. On voit que les animaux, ils ont pas peur de nous, quoi. Ils restent posés sur la berge parce qu'ils sentent qu'on n'est pas une menace. Et ça, c'est assez chouette, ça permet de les approcher de manière vraiment proche. C'est vraiment, c'est rien d'habituel pour nous. En fait, ça n'a rien à voir avec les rivières qu'on connaît où nous on peut voir le fond. Et là, on voit pas le fond, mais il y a une couleur qui est vraiment magnifique. Puis en plus là, comme c'était calme sur le lac, on voit le reflet avec les nuages. C'est vraiment super beau. D'une longueur de plus de 3000 km, le fleuve Yukon occupe une place importante dans l'imaginaire nord-américain. Cette voie maritime est empruntée depuis des millénaires par les Premières Nations. Pendant la ruée vers l'or de la fin du 19e siècle, une foule d'aventuriers venus de partout dans le monde l'ont remonté pour atteindre la région du Klondike. Le rôle du fleuve Yukon dans l'histoire du Canada, ses eaux restées turquoises depuis l'époque glaciaire, ont quelque chose de magique qui continue de fasciner. On a un camp auquel on va s'arrêter pour ce soir, qui est un petit peu plus bas sur la rivière. Malheureusement, sur ce camp-là, il n'y a pas beaucoup de bois pour cuisiner. Et vu qu'on cuisine tout au feu de bois, on consomme pas mal de bois sec. Donc on s'est arrêté juste là, dans un coin où il y a pas mal de bois, justement, pour faire le plein. Tout le bois qu'on va couper, il va être soit mort sur pied, soit déjà au sol. L'idéal, c'est d'avoir un arbre mort sur pied, parce qu'il va être mort, sec, et surtout, vu qu'il n'est pas au sol, il ne va pas commencer à moisir. On regarde et on essaie de trouver les petits arbres, pas les énormes évidemment, parce qu'après il faut tout faire à la main. Donc on peut faire prendre plusieurs petits arbres morts sur pied, et comme ça on fait le plein, comme on voit sur le canoë là, et puis ça marche bien avec ça. C'est assez, pas perturbant, mais le côté historique justement de la rivière, de savoir qu'il y a des gens qui sont passés là il y a plusieurs dizaines d'années pour aller chercher de l'or. Moi j'ai beaucoup de mal à imaginer, là aujourd'hui on passe du chaud au froid, il fait un coup quand il y a le soleil il fait chaud, quand il n'y a plus de soleil il fait froid. Je me dis les gens il y a longtemps, tout l'équipement qu'ils devaient transporter, c'est quand même, ils n'avaient pas ce qu'on a maintenant. Nous on est super équipés avec des trucs qui sont très légers, mais avant ils n'avaient pas ça, c'est quand même... On a aussi du mal à imaginer ça tout gelé. Donc voilà, on s'est pris
des petits snacks sur l'eau. C'est toujours sympa, ça, avec les clients, de se laisser porter sur l'eau. Et c'est le moment où ils se rendent compte que des fois, ils n'ont pas forcément besoin de pagaie, qu'on avance quasiment aussi vite avec le courant qu'avec les pagaies. On descend la rivière, donc on a quand même de l'aide, puisque la rivière coule, je ne sais plus, à quelques kilomètres heure, 5, 6, 7. Et du coup, ça nous aide pas mal. Ça nous évite de faire du surplace. Et surtout, je crois qu'on ne peut pas revenir dans l'autre sens, par contre. Donc il ne faut pas qu'on oublie quelque chose sur la rive. La journée s'est super bien passée. Comme prévu, les clients se débrouillent super bien sur leur canoë, donc on va garder le groupe comme ça. On n'a pas encore vu beaucoup de faune, mais on a vu beaucoup d'oiseaux, des aigles juste au bord de l'eau, donc ça c'est toujours sympa parce qu'on les voit de près. Celui-là il est léger. Hop! Milena et Max ont en matière de cuisine de plein air une délicieuse philosophie. Ils ont prévu tout le nécessaire pour offrir à leurs convives un véritable festin. Au menu, coq au vin et gratin dauphinois qu'ils feront cuire sur un feu de bois. Le plat principal sera préparé dans un chaudron de fer recouvert de braise afin d'accélérer la cuisson. Au-delà de ces techniques, c'est l'art du bien manger à la française qu'ils emportent en excursion au cœur du Yukon. À la vôtre. Allez. À votre séjour au Yukon. Ouais. Bonne venue. Santé. Tiens. Merci à vous. Mais de rien, C'est vraiment top pour l'instant. pas de Pas de pression. pression. Là. Généralement, ils sont surpris au niveau de la nourriture. Ça, ils sont vraiment agréablement surpris, donc c'est toujours un bon point. Dès le premier repas, ils sont contents. Milena. Alors, Max et Milena, donc nos guides de terre boréale, c'est parfait. On est traités avec au petit soin. On a mangé du poulet au vin avec du gratin dauphinois, chose qu'on n'aurait pas du tout pensé manger au bord de la Yukon. Et non, c'est top, ils sont parfaits, ils savent plein de choses, ils nous expliquent plein de choses sur la rivière, donc c'est chouette. Ok. Ouais, bon appétit alors. Bon appétit Bon app. à vous aussi. Merci beaucoup. Mais de rien. Et là, le moment de silence. Ouais, parfait. Super bon. C'est bon, hein? Vu où on est, c'est excellent. Comme si on était à la maison, c'est pas très. Ouais, mais t'as vu la vue? Ah, c'est super bon. On va explorer? Un chat à l'œil? Allez, ça marche. merci.
soleil de minuit, c'est assez exceptionnel quand on le vit. En fait, les journées ici, elles sont quasiment des fois interminables. Les gens n'ont jamais envie de se coucher parce que quand il est 20h du soir, des fois on a l'impression qu'il est seulement 4h de l'après-midi. Nous, on a dormi au bord de l'eau avec le petit bruit de l'eau qui coulait. Je pense qu'il n'a pas fait nuit du tout. Je pense que j'aurais dû me réveiller vers 4h30. J'ai l'impression qu'il était 8h. J'ai fait « Ah, il est 4h30. Cool, je peux dormir. » Comme c'est généralement le cas dans les expéditions, les guides sont les premiers à sortir du lit. Ils guideront aujourd'hui Réjeanne et Charlie vers un lieu dont l'histoire est étroitement liée à celle des Premières Nations. Les chercheurs d'or ont également foulé le sol de ce territoire qui est à la fois magnifique et inhospitalier. Puis là, on se prépare juste à reprendre la route pour notre deuxième journée sur la rivière. Alors aujourd'hui, on va jusqu'à Utalinkwa, un ancien camp Première Nation et qui a ensuite servi aux chercheurs d'or à l'époque de la ruée vers l'or. Je suis née en Bretagne, à Rennes. J'ai grandi là-bas et j'ai fait la majorité de mes études en France et j'ai terminé mon master à Toulouse, dans le sud de la France. Quand j'étais plus jeune, je me suis jamais imaginé démarrer mon entreprise. C'est vrai que c'est venu un peu de fil en aiguille depuis qu'on s'est installé au Yukon. Quand j'ai quitté la France, je venais juste de terminer mes études. Donc j'ai fait des études en conservation de la biodiversité. Et en fait, je suis partie de la France juste après parce que je savais que j'allais galérer un petit peu à trouver du boulot dans cette branche-là en France. Et quand je suis arrivée au Yukon, j'ai travaillé un petit peu là-dedans, mais il n'y a pas beaucoup non plus de débouchés. Donc il y a très peu de place au Yukon. Et du coup, je pense qu'on a tous les deux avec Max un peu cherché ce qu'on pouvait faire au Yukon. Et de fil en aiguille, on a eu cette idée un peu chacun de notre côté. Et en fait, on en a discuté ensemble et on s'est dit pourquoi pas essayer de monter Terre Boréale. Mais c'est vrai que jamais je me suis dit non, je vais devenir propriétaire de ma boîte. C'était pas un objectif dans ma vie. Je suis allée me balader en Asie et en fait, en étant restée en contact avec Max, il m'a proposé de le retrouver au Yukon. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Donc le Yukon, je connaissais pas du tout, en fait, avant qu'il m'en parle. Donc j'ai débarqué en plein hiver par moins 30 degrés à Whitehorse, petite ville perdue, qui a vraiment l'air perdue quand tu atterris en avion au milieu de l'hiver, en plein milieu de la nuit, et que c'est tout noir, à part les 5 derniers kilomètres. Quand t'approches, tu commences à voir un peu de la lumière, mais c'est tout. Et du coup, au début, quand je suis venue, c'était vraiment plus pour essayer, découvrir, et finalement, ça m'a beaucoup plu. Terre Boréale est née d'une envie de partager ce qu'on avait découvert avec Milena au Yukon. On a habité ici 2 ans et demi à faire du travail, des boulots un peu dans tous les sens dans le territoire. Et puis on a toujours voulu partager ce qu'on avait découvert ici, parce que ça nous touchait vraiment beaucoup. La nature très sauvage, le fait qu'il n'y ait pas grand monde, le fait qu'on puisse faire plein de choses sans déranger personne, nous a beaucoup touchés. Et donc on a vraiment voulu ouvrir ça au public, mais pas seulement à travers des randonnées difficiles, pas seulement à travers des projets, des expéditions qui demandaient une forme physique hors pair et un entraînement spécifique. On voulait que des familles puissent venir ici, on voulait que des gens plus âgés puissent venir ici, des gens avec des problèmes de dos, des gens avec des problèmes de jambes, n'importe qui puisse venir ici. C'est une région superbe parce que avant de retrouver la Tesline et tout le limon que la Tesline charrie, on est sur une rivière qui est bleue, voire même turquoise. Et c'est très riche en artefacts. La Yukon River, elle est assez unique dans le sens où les gens partent un peu sur les traces des chercheurs d'or.
Alors du coup, là, on est sur le site d'Utalinkwa. Donc à la base, Utalinkwa, c'était un site de rencontre et de commerce pour les Premières Nations, parce qu'on est à la confluence entre la Teslin, qu'on vous a montré tout à l'heure, et la Yukon. Et au moment de la ruée vers l'or, étant donné qu'il y avait beaucoup d'or sur la Yukon et sur la Teslin, ça a été aussi un point important pour tout ce qui était commerce. À l'époque, il y a eu un poste de télégraphe et un petit magasin aussi également qui était là. Et je crois qu'il y a eu des gens à vivre ici jusque dans les années 20. On va explorer? On va jeter un œil? Ouais, Allez, ok, c'est ça marche. parti. Situé aux abords du fleuve Yukon, au confluent de la rivière Teslin, le site d'Utalinkwa a longtemps été le lieu vers lequel les Premières Nations Tlingit et Tsuut'ina convergeaient afin de fraterniser et de faire du troc. Durant la ruée vers l'or, des milliers de prospecteurs y ont pris un temps d'arrêt avant de continuer leur long périple vers Dawson City. Le site perdit de sa popularité à mesure que l'exploration minière devint l'affaire des grandes sociétés. Bien qu'abandonné depuis les années 1920, le site abrite encore des ruines de bâtiments, ainsi que l'épave du bateau SS Evelyn, qui témoigne d'un chapitre important de l'histoire canadienne. Donc on y trouve des petites cabanes en bois avec encore quelques artefacts qui sont préservés. Et en fait, juste en face de Utalinkwa, il y a une île qui servait à l'époque de chantier naval. Et donc il y a un vieux bateau à roue à aube qui est encore là, qui a été remonté de la rivière et qui en fait est resté là parce que sans doute que c'était la fin de la ruée vers l'or et que ça coûtait trop d'argent finalement de le réparer, donc ils l'ont laissé et il est perdu au milieu de la forêt, toujours là. Donc c'est assez intéressant à voir le système qu'ils utilisaient pour faire remonter les bateaux, imaginer les chevaux qui étaient là pour faire fonctionner le système, c'est assez impressionnant. Le Yukon, il est très méconnu en Europe en général, j'ai l'impression. Mais en France, en tout cas, c'est sûr que c'est très souvent que des gens qui nous disent ouais, des gens qui viennent en vacances avec nous, ils nous disent bah ouais, on a dit à nos amis qu'on allait au Yukon. Et tout le monde nous a dit mais vous allez où pourquoi vous êtes fous bon. Et donc c'est ça qui nous plaît aussi. Justement, ce côté un peu méconnu, terre d'exploration, c'est ça qui est chouette. Après cette mémorable traversée en canot, Milena, Max et leurs clients sont de retour à Whitehorse où ils passeront la nuit. Si Réjeanne et Charlie ont le loisir de se reposer, nos deux guides doivent de leur côté s'affairer à préparer le second volet de l'expédition, une randonnée de 2 jours dans les montagnes. C'est celui qu'on a fait l'année dernière plusieurs fois, qui était vraiment chouette. Et tu te rappelles, quand on était passé ici, on s'était dit, justement en croisant toutes les cartes, on s'était dit qu'on pouvait aller voir cette vallée-là, qu'on ne connaît pas. Les repérages, on les effectue un peu... déjà, il faut qu'on ait des idées, des endroits qu'on se dise ouais, pourquoi pas aller explorer par là-bas. Et on essaye de les caser dans la saison. On peut faire des séjours très courts, juste pour aller repérer un campement et faire un état des lieux en fait, de la zone et voir si c'est praticable à pied. Et en fait, en se rendant même sur un camp de base, on peut se rendre compte. Visuellement, on verra directement ok, cette crête-là, c'est possible, on peut y aller, on peut monter sur ce sommet-là. Ça nous fait 2-3 randos à la journée à faire depuis ce camp-là. Celui-là, il est bien. Parce qu'après, on peut explorer justement là au-dessus, t'as la vue sur le petit lac et même continuer sur la crête. Faire le petit tour sur les crêtes ici, avoir la vue sur le petit lac. Ouais. Et de toute façon, l'autre camp que tu avais en tête, c'était celui-ci là.
va partir dans le Ruby Range, donc qui est un ensemble de montagnes qui se situe juste à côté de Haines Junction. Cet endroit-là, il nous plaît beaucoup parce qu'en fait, donc on se fait déposer en hélicoptère, donc on a un vol de 10 minutes, même pas en hélicoptère, mais ça permet aux clients d'avoir déjà complètement la sensation d'être perdu au milieu de nulle part. Nous, on essaye toujours de chercher des treks que personne d'autre ne propose. Donc, c'est des treks parfois où on soupçonne qu'il n'y ait jamais eu aucun touriste qui ait marché là-bas. Et ouais, c'est vraiment se retrouver, s'immerser dans ces grands espaces où la faune, on la voit telle qu'elle, quoi. On la rencontre nez à nez. Et puis, des fois, les ours, c'est les premiers hommes peut-être qu'ils ont vus. On aime s'imaginer ça. On aime s'imaginer que quand on marche sur des crêtes ou des sommets, on est peut-être les premiers à fouler cet exact endroit. Donc, je pense que c'est ça en tous les cas qu'on a envie de faire partager à nos clients, quoi. C'est vraiment l'immensité des paysages et se retrouver dans ces contrées paisibles et sauvages. Après une bonne nuit de sommeil, l'équipe prend la route en direction de Haines Junction, située à 2 heures de là, à la porte du parc national de Kluane. Une fois sur place, un hélicoptère les transportera jusqu'au Ruby Range, un imposant massif montagneux qui suscite l'enthousiasme chez les deux clients. Là, on est assez excités parce qu'on va partir avec l'hélicoptère qui est juste derrière nous dans les Ruby Range. On va se retrouver au milieu de nulle part, en fait. On va tout de suite être loin des routes et loin des treks habituels. Donc c'est vrai que là, ça va vraiment être une expérience exceptionnelle. Excitant quand même, c'est petit. Et, bref, on verra, c'est chouette. C'est une super expérience. Quand j'étais toute petite, on habitait à la campagne et après on a déménagé en ville. Mais c'est vrai que ma mère nous a beaucoup amenés tous les étés randonner dans les Pyrénées. Donc là, je pense que c'est là que j'ai commencé à bien apprécier la nature. Depuis que je suis un peu toute petite, j'ai toujours voulu au moins travailler dans la nature, avec les animaux et avoir ce contact proche de la nature. Ça réveille. Ah, c'est trop chouette, on va voir les bisons? Ouais. Déjà, on va installer la lunette là, puis on va les voir. Mais ils sont juste là en fait. Ouais, ils sont juste en face de la vallée là. Ah. Juste là. Il est juste là, devant moi, à 40 mètres.
côté naturel du territoire, il est fascinant parce qu'il est intouché, vraiment. On peut venir le voir, mais quand on repart, ça c'est notre but profond, c'est de laisser aucune trace. Et donc à chaque fois qu'on revient dans des endroits, même si on est déjà venu avant, on a l'impression d'être le premier homme à mettre le pied ici. Ça, c'est un sentiment qui est absolument extraordinaire, autant pour nous que pour nos clients. Et ça, on a vraiment envie de le garder. Et c'est un territoire où, culturellement, on a l'impression que, à travers les films, les romans, on a l'impression qu'il y a des animaux partout. Et j'avais une question, j'ai été un peu étonné, là en hélico on a vu un grizzly et je pensais que qui restait plus bas en fait, qui montait pas si haut en altitude. C'est souvent les ours noirs qui sont plus bas. Ouais. Les ours noirs sont plus bas et les grizzlies sont plus ici. Et eux, ils cherchent, ici, dans les milieux ouverts, les milieux alpins comme ça. Ils broutent beaucoup, ils mangent beaucoup de végétaux. Est-ce qu'il peut y avoir des loups ici? Oui. Ouais, par contre, ils restent mal. Ouais. Les loups, ils sont partout, quoi. Les loups sont absolument partout. Ouais. Les loups sont partout. Se déplace beaucoup, ouais. Ouais. Moi, j'ai toujours peur d'exagérer. Et donc on se dit, on va avoir des ours partout, on va avoir des bestioles partout. Bon. Et finalement, c'est pas gagné. Mais le fait que ce soit pas gagné, ça donne la richesse de chaque observation. Ça fait que quand on voit un troupeau de bisons, c'est très riche. Ça fait des observations très excitantes parce qu'on se rend compte de la valeur de l'observation. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas de prix de voir des choses comme ça. On va s'installer par ici. On va pouvoir mettre les tentes qui sont repérées, là. Plus là, il y en a une qui est pas mal. Là, seulement. Ouais, c'est pas mal devant toi là. Et après, on met le campement, enfin le salon avec la vue. Le salon, ok, ça a l'air bien, ça. Du coup, généralement, nous, quand on monte notre tente, ça se passe plutôt bien. Il y en a jamais. On est toujours assez d'accord sur l'emplacement de la tente, dans quel sens on la met et tout ce bazar. Mais c'est vrai que des fois on assiste un peu à des choses un peu rigolotes avec les clients où on sent bien que dans un couple, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc c'est rigolo, on observe de loin quand nous on monte notre tente, on entend ah mais t'es sûr que tu veux la mettre là mais regarde, là on va avoir la tête en bas, il y a des bosses partout. Ce genre de choses. Voilà, c'est rigolo de voir les couples dans des situations où il faut faire des choix à deux, quoi, et réussir à se mettre d'accord. Le secret pour que ça se passe bien, je pense que c'est comme en général dans une vie de couple, c'est faire des concessions. Il faut toujours qu'il y en ait un qui lâche au bout d'un moment. Et... Des fois aussi on intervient. Pas que ce soit si horrible que ça, mais on leur donne notre avis sur le meilleur emplacement, donc ça aide aussi des fois. Mais ouais, ça aide généralement à faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre. Ouais. Alors c'est vrai qu'avec Max, on vient de se marier il y a tout juste 2 semaines. C'était super sympa parce qu'on a décidé de le faire au Yukon et on a fait venir un petit paquet de familles, certains de notre famille qui est venu pour la première fois et c'était vraiment super chouette parce que du coup on leur a organisé un petit pré-mariage en les emmenant faire du canoë. Donc on s'est fait un petit séjour Terre Boréale famille juste avant le mariage. Ça c'était vraiment super agréable de les avoir au Yukon pour cet événement et puis ouais, le Yukon c'était super beau pour se marier. On porte les anneaux depuis une semaine autour du cou. Ça fait 2 semaines qu'on les a, mais on les porte autour du cou parce que on a peur de les abîmer un peu dans notre travail avec Terre Boréale.
Là, on fait en sorte que les ours n'aient pas accès à notre nourriture et à tout ce qui est odorant, donc tous les cosmétiques, tout ce qu'on prévient les clients qui ne peuvent pas avoir dans les tentes. On le met de côté et on va l'installer. Les sacs eux-mêmes sont en Kevlar, les nœuds sont faits de façon à ce qu'un ours ne puisse pas les défaire. Et donc là, si jamais un ours vient et venait à tirer sur un sac, il pourrait passer des heures. Et on a installé des petites clochettes sur les cordes, sur les sacs eux-mêmes, de façon à ce qu'on entende la nuit par exemple, à ce qu'on entende l'ours qui chahute les sacs. Du coup là on va partir, on va monter sur cette petite montagne là. Arrivé en haut, on va avoir une belle vue de l'autre côté, donc il y a un assez grand plateau de l'autre côté. Et après on va se balader, peut-être se retrouver le long de la ligne de crête là-bas pour aller voir un peu les vues de l'autre côté et peut-être sur la vallée qui nous fait perpendiculaire de l'autre côté si on a le temps. Ok, on y va ? C'est quoi ça? C'est pas du mouflon avec les deux cornes là? Ouais, si c'est ça, c'est la partie haute du crâne. Il y avait les yeux juste là et là. Et là on voit le trou occipital là, qui rejoint la colonne vertébrale de l'animal. Sympathique. C'est vieux hein? Ouais, c'est vieux. C'est bien vieux. Quand je me sors ici, moi ça fait 3 ans que j'ai pas vu de neige. Donc déjà, je suis ravi de pouvoir marcher dans un névé et de batifoler dans la neige. Sinon, j'aime beaucoup ce paysage, c'est vrai que c'est grandiose, il y a beaucoup de volume, c'est vraiment les grands espaces. On se sent petit, ouais, entouré par toute cette faune aussi. On est vraiment dans le milieu des bisons, des ours, etc. On est vraiment que de passage. On sent que c'est chez eux, quoi. Il est juste là, devant moi. À 40 mètres, la corniche, il est juste en dessous de la corniche, genre 3 mètres en dessous de la corniche. C'est vrai que le découvrir juste derrière la corniche comme ça, c'était fantastique. Et puis après, à chaque fois qu'on découvrait un nouveau paysage derrière une crête, c'était vraiment magique. La journée en elle-même est un moment fort, je dirais, parce que là, c'est plein de choses, presque plus de mots pour décrire. Là, c'est complètement... c'est tellement calme et on voit tellement de choses là. On enchaîne, on arrive, on voit des bisons, après on voit des caribous, ensuite on marche, on voit d'autres caribous. Tout est un moment fort aujourd'hui. Après l'hélicoptère, c'était parfait. C'est aussi pour ça qu'on a choisi Terre Boréale, c'est parce que c'est comme ça qu'on l'a lu et qu'on l'a vu. C'est que c'est un endroit que eux ont reconnu avant, qu'ils sont venus voir, qu'ils ont exploré. Et du coup, c'est par leur expérience que là, on est capable de vivre pleinement notre journée ici et de voir tous ces animaux. C'est quand même relativement caché pour les gens qui n'ont pas l'expérience de la nature. Nous, on ne l'a pas. Les caribous, ils font la couleur des rochers, donc si on n'a personne pour nous dire là il y a un caribou, une fois qu'on l'a vu c'est bon, mais avant s'ils n'étaient pas là on verrait rien je pense, on verrait pas du tout les mêmes choses. C'est vrai que savoir lire les clients pour moi c'est important parce qu'on a envie que les gens ils profitent de leur expérience au maximum.
Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a choisi des tailles de groupe qui sont petites, parce que ce qu'on veut qu'ils soient immergés avec nous dans ces espaces, c'est que d'être dans un endroit comme celui-ci, si on était un groupe de 12 personnes, même si on n'est pas agglutinés les 12 en même temps, c'est quand même très différent. Donc c'est vraiment très intimiste et c'est là qu'on a le temps de vraiment apprendre à connaître les gens, même se diviser quand les groupes n'ont pas forcément le même niveau. Il y a des gens tu sens qu'ils ont un peu plus envie de monter. Bon là, ils vont partir avec Max qui a la patate aussi, et puis aller monter en fin de journée, ils iront monter sur le sommet, alors que moi je vais rester au camp avec les gens qui sont plus posés. Milena, c'est quelqu'un qui est toujours, je trouve, qui est bien à l'écoute des gens autour d'elle. Et en ça, je trouve qu'on se complète bien, parce que quand on guide ensemble, moi j'ai souvent la tête dans le guidon, penser à tout ce qu'il faut, un peu la logistique autour du camp. Et Milena reste beaucoup plus à l'écoute des gens, des besoins des uns et des autres. Et ça, je pense, c'est une grande richesse. Terre boréale, on a envie que ça reste petit. Donc je pense que si on grandit, ce sera peut-être avoir 1 ou 2 guides supplémentaires pour pouvoir peut-être avoir plusieurs séjours qui partent aux mêmes dates. Mais ce sera jamais plus gros que ça. Déjà, on espère garder toujours le même plaisir à venir ici, dans un endroit comme ça. On s'est toujours dit que le jour où on ne serait pas complètement les yeux grands écarquillés quand on arrive dans des endroits comme ça, c'est peut-être le moment de lever le pied, parce que c'est ça qui fait aussi, on l'espère encore une fois, la richesse du séjour, c'est que même les guides sont complètement ébahis par ce qu'on voit et par ce qu'on vit. Si on n'est pas sur les séjours en train de les guider, pour nous c'est pas ça l'intérêt, c'est vraiment si on arrive financièrement à vivre en faisant tout l'été à guider que nous deux, on sera super contents comme ça.